Bonjour à tous. On va commencer avec le deuxième panel. Je dois vous dire qu'il y a 5 panels, mais celui-ci est quand même, j'ai l'impression que celui-ci est le plus intéressant parce il colle bien sûr à l'actualité, parce que c'est la résurgence des coups d'État en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, depuis 2020, l'Afrique a repris le cours de l'histoire en m'a donné avec des coups d'État. On en a vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On a failli en avoir au Sénégal, mais finalement ça s'est calmé. Il y a eu des élections et on a maintenant un jeune président, on en a parlé tout à l'heure. Donc ici, l'idée, c'est de voir un peu, est-ce que c'est le retour de ce qu'on a vécu en Afrique pendant des années avec des coups d'État qui ont placé l'Afrique sur la carte d'une façon pas positive. Et ici, c'est de voir un peu avec les interlocuteurs si c'est ce moment qui revient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que tous les pays passent par là, parce qu'un coup d'État, c'est toujours quelque chose qui est difficile et qui met en difficulté la population. C'est l'armée qui prend le pouvoir, et la plupart du temps, quand l'armée prend le pouvoir, dès qu'elle arrive, elle promet de partir quand il le faut, mais souvent elle reste longtemps, pendant des années. Donc on va voir avec les membres du panel ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, les problèmes liés au conflit. On a aussi en Afrique les problèmes de djihadistes. Et donc, avec le panel, on a quand même un panel assez relevé. Monsieur Abshir, somalien, qui m'a fait une petite demande, mais que je vais vous partager tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la Somalie, c'est de montrer que la Somalie est quand même un des plus vieux pays du continent africain. Est-ce que vous savez quel âge a la langue somalienne? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée? Ah, vous avez googlé un peu, non? C'est entre... Ah, d'accord, merci. C'est 6000 ans, entre 6000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Parfait. Et donc, c'est la petite demande pour montrer que la Somalie est un pays qui existe depuis de nombreuses années, des millénaires. Donc, cette précision étant faite, on a à côté M. Tavares, qui est ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Vous vous êtes exprimé tout à l'heure. On a vu un peu un aperçu de ce que vous avez à dire. Et de l'autre côté, M. Sébastien Braque, qui est le représentant de la Fondation Kofi Annan. Je suppose que dans la salle, tout le monde connaît Kofi Annan, un éminent représentant de l'Afrique, qui a dirigé l'ONU pendant 2 mandats. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par M. Abshir. Les coups d'État en Afrique, dont on voit la résurgence aujourd'hui, comment peut-on expliquer ça? First of all, I would like to say thank you for all of you that you have organized this conference and the exchange of knowledge. The issue that was happening in terms of the challenge of security of Africa is not something new. It always existed. But what's happening is also it is the way that Western or the stakeholders invest on Africa. I'm sure I'll agree with His Excellency Awad, representative of the African Union, who has said it well, amazingly described it, what they chasing and the challenge they're getting in. So it is more Africa finding themselves a challenge of the different stakeholders. The selfishness of the others is affecting to the Africans. And that is the challenge we're facing. Thank you. Monsieur Braque, la même question pour vous. Vous qui êtes un observateur de l'évolution de la situation de pas mal de pays en Afrique, comment expliquez-vous cette résurgence des coups d'État? Merci.
Avec la Fondation, on est bien plus qu'observateur parce qu'on a essayé de prévenir pas mal de crises électorales sur le continent. C'était un peu la niche que M. Annan avait choisi d'intervenir, dans laquelle d'intervenir lorsqu'il a quitté le pouvoir. Une des niches politiques, c'était justement la prévention et la résolution des crises politiques. Et donc, je crains que cette vague de coups d'État n'est pas entièrement étonnante. Elle ne vient pas de nulle part. Je pense que c'est davantage le symptôme que la cause du recul démocratique. Les coups d'État sont davantage les symptômes que les causes du recul démocratique. Dans beaucoup de ces pays, la démocratie se portait assez mal. Je pense que beaucoup de ces gouvernements avaient perdu une grande partie de leur légitimité. La population était très peu satisfaite de la gouvernance et des progrès socio-économiques qu'ils observaient. Il y a Tolstoï qui disait que toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur manière. Et il ne faut pas généraliser sur les coups d'État. Il y a au moins 3 différents types de coups d'État qui ont eu lieu. Il y a eu d'abord les coups d'État pour dégager des régimes à bout de souffle et dont on ne voyait pas d'autre moyen pour s'en débarrasser que de faire un coup d'État. Je pense notamment à la Guinée et peut-être au Gabon aussi, où il y avait vraiment une volonté de changer. On ne voyait pas d'autre moyen de changer le gouvernement que par le coup d'État. Il y avait ensuite les coups d'État liés à la dégradation sécuritaire qu'on a pu voir au Burkina Faso, au Mali, où beaucoup de gens dont l'armée avait l'impression que le gouvernement n'arrivait pas avec leurs partenaires internationaux, parce que bien sûr il y avait aussi la dimension internationale, que ces gouvernements n'arrivaient pas à juguler la montée du djihadisme et donc étaient en colère contre leurs États pour cette raison. Et enfin, je pense que le Niger occupe une place différente et à part, dans la mesure où là c'était vraiment, je crois, un gouvernement qui était plus ou moins démocratiquement élu, qui avait un bilan tout à fait honorable en matière de sécurité et de développement, et qui a été renversé, je pense, pour des raisons corporatistes de la part du chef d'État major des armées Tchani, qui voulait, je crois, qui était sur le point d'être congédié, d'après ce que j'ai compris, et qui a voulu intervenir. Et là, vraiment, c'est un cas différent. Donc chaque coup d'État a des ressorts différents, mais je pense que ce qu'il y avait en dessous, c'est aussi une frustration de beaucoup de ces États qui avaient connu, avorcé une démocratisation officielle depuis la fin de la guerre froide, mais dont les élections étaient de plus en plus contestées, la gouvernance de plus en plus contestée. Et je pense que c'est ça le défi. Mais je n'ai pas envie de... En fait, on va en conversation, mais on voit ça. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes des systèmes démocratiques en place. Et ce n'était pas juste un coup d'État contre la démocratie, c'était des systèmes qui avaient des sérieux problèmes. Et les coups d'État sont venus, en quelque sorte, souligner les problèmes sous-jacents. Oui. Monsieur Tavares, on a entendu tout à l'heure Monsieur Abchir et Monsieur Braque sur les raisons qui expliquent un peu le retour des coups d'État. Vous qui êtes un ancien dirigeant, un ancien ministre des Affaires étrangères, dont vous avez sillonné pas mal de pays, comment expliquez-vous ces coups d'État? Est-ce que vous partagez l'analyse de Monsieur Braque et de Monsieur Abchir? Bonjour. Oui, je partage tout à fait. Monsieur Braque, pardon, vous avez vu juste, et mon ami Bachir aussi. Vous savez, bon, j'étais ministre des Affaires étrangères et aussi de la Défense. Donc, je bâtissais la paix et je faisais la guerre, entre guillemets. Donc, je suis bien placé pour avoir été ministre, d'observer, enfin, ce que je vois dans notre continent, partout. Et je crois que les causes ou les symptômes, comme vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Vous savez, je vous ai entendu tout à l'heure, je me suis dit, bon, il a tout dit, ce que j'allais dire, mais c'est vrai. Vous savez, il y a un problème de démocratie, de fonctionnement de la démocratie en Afrique. La résurgence des coups d'État, c'est, à mon sens, dû à la crise de la démocratie, de la bonne gouvernance, une corruption à grande échelle, un peu partout. Les gens ne croient plus à leur politique. Les populations, les communautés, les partis traditionnels, que ce soit les partis uniques, ils ont changé de nom aujourd'hui, ils sont devenus partis démocratiques, mais ils sont restés autocratiques, des dictatures. Les gens ne mangent plus à leur faim. La jeunesse n'a plus d'espoir.
Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. On a mis des gens en prison pour ne pas se présenter. On était au bord de la catastrophe au Sénégal. Je crois que là, au Sénégal, la pression internationale a beaucoup joué. Et si on a pu réaliser des élections, c'est parce qu'il y a eu une forte pression internationale pour qu'il y ait des élections. Et de la même façon qu'on a mis les uns et les autres en prison, on les a libérés pour participer aux élections parce que la jeunesse voulait un changement au Sénégal. Donc, bien sûr que c'est condamnable les coups d'État partout dans le monde. Tout à l'heure, on a entendu Madame parler de la crise dans l'Est du Congo. Ce qui se passe, c'est vrai, c'est un crime contre l'humanité. Et la communauté internationale ne fait rien. Ce qui se passe, vous savez, notre pays, mon pays, moi-même, nous avons condamné ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est des problèmes internationaux et géopolitiques importants. En Israël, le massacre qui a été commis est haineux, odieux, inqualifiable, inacceptable, intolérable. C'est vrai. Mais la réponse aussi a été disproportionnée. On est peut-être au bord d'une crise humanitaire probablement la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, là aussi c'est un crime contre l'humanité. Et au Soudan, en Afrique, c'est la même chose. 2 généraux alliés, qui étaient avant alliés, s'entretuent, s'agressent. Et la communauté internationale a oublié le Soudan et des milliers de gens qui meurent de faim tous les jours. Vous savez, la faim ne peut pas être mise en exergue quand on n'a pas le droit d'utiliser la faim comme arme de guerre, ni à Gaza, ni au Soudan, ni dans l'Est du Congo. Et en Afrique de l'Ouest, au Sahel, un peu partout, quand nous discutons avec la jeunesse, avec les communautés, quand on va vers les gens, ils nous demandent des choses très simples. Pourquoi vous ne réglez pas le problème de la santé chez nous, du manque de logement, de l'amélioration des conditions de vie de tous les jours? Vous n'apportez pas de réponse, vous, politiques, aux politiciens. Parfois, ils sont tentés de nous dire ça. Tant qu'on n'apporte pas des solutions à la vie quotidienne des gens, on aura des problèmes. Mais c'est vrai aussi ici en Europe. Regardez ce qui se passe. Tout à l'heure, on parlait du modèle social européen. C'est vrai, sur un certain nombre de points de vue, des uns et des autres, c'est un succès. S'il n'y avait pas l'Union européenne, il y aurait de la guerre en Europe, sûrement. Je ne dirais pas des coups d'État, mais la guerre. Mais aujourd'hui, il y a la guerre en Europe, pour d'autres raisons, c'est vrai. Mais il faut répondre aux besoins des populations, de la jeunesse, santé, des choses de base, santé, éducation, logement, droit à l'emploi, à la sécurité sociale. C'est ça que les gens demandent en Afrique aussi. Ils veulent vivre mieux. Vous voyez que les gens qui meurent dans la Méditerranée, ou même aujourd'hui, ils arrivent chez nous. Aux îles du Cap-Vert, nous avons de temps en temps des pirogues sénégalaises qui échouent sur nos côtes, avec 50 cadavres il y a 15 jours. Les gens fuient leur pays pour regagner les îles Canaries. Et parfois, vous savez, il y a des vents contraires, et ils se retrouvent aux îles du Cap-Vert. Quand je discute avec ces gens-là, ils me disent, nous, on cherche ceux qui survivent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
on cherche un endroit pour vivre mieux, pour travailler, pour avoir du travail, un logement, que nos enfants aillent à l'école. Les causes des coups d'État, c'est des causes simples. Ce n'est pas toujours des raisons politiques. C'est la déshérence des populations. Les gens ne croient plus aux politiques. Les gens qui font de la politique aujourd'hui ont une grande responsabilité. Si on ne change pas de paradigme, il faut revenir à des choses simples, à la politique. Vous savez, c'est un art très noble, la politique. C'est servir l'autre, c'est travailler pour l'autre, c'est croire en son pays. Et si on arrive à le faire d'une manière honnête, responsable, on peut changer les choses. Mais un autre... J'en termine pour qu'on puisse après Je vous en prie. discuter. Je vous en prie. Oui, un autre constat qu'on voit dans les coups d'État en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, la jeunesse. Elle vient en soutien à ces militaires qui prennent le pouvoir. Vous parlez tout à l'heure de cette jeunesse aussi qui s'enfuit, qui fuit les conditions difficiles. Que faut-il faire pour garder cette jeunesse et lui redonner confiance, par exemple? On commence par le commencement. Tafsir. Thank you, guys. And it's a good point. I'll Thank you. get it example, Horn of Africa, because we've been talking quite a lot of West of Africa. Look at what's happening in Sudan. Sudan, as far as I'm concerned, was quite very balanced. I'll give you an example. My wife, she's French white. And she said, can you please take me to Somalia? And I say, no. She goes to me, where are we going to go? I said, we're going to go to Khartoum. So I took her to Khartoum before all this challenge. And then we went to the market, we got a goat, and we went to Suranaga. She was the only white woman for 300 kilometers circle. People was coming to her and said, oh, you're white. Because they've never seen somebody white before in the villages where we were. That was an amazing. For her, it was an experience, a phenomenal experience. It's like when I go in Bourgogne, where she come from, to her grandparents' villages, they were saying, oh, Abshir, is it coming off this color? You know, so that was my revenge against my wife, you know, showing on my field. But however, going back to the reality, when you look at it, what's happening in terms of security into the country, people has got right to look for safety and security. Somalia is facing a similar problem with Al-Shabaab, the extremists. Ethiopia is facing the same difficulty right now, divided with the different tribals. Yemen is another issue. To be honest with you, when I look at it, take an example of Somalia, the second busiest place on the planet, on the Maritimes, $2 billion trade goes through our doorstep. Second largest livestock on the planet after Australia. We are the supermarket of Middle East. Now the Turkish has found out there's a more green energy blocks in offshore than in onshore. Villages right now that I am working with it on the ground, before I stood up for my political party, called Future Party of Allies, was the question is, where are we going wrong here? Being an ex-French military, wear the uniform, educated also between UK, Sharjah, and Paris, and Liège. For me, when I was here as a Erasmus, when I was a young man, it was an amazing for me because I could go out in Brussels, out for dinner with friends who Flemish and Wallon, and they were all fighting each other. You know, they have balanced it, their differences. It's still, they're working on it, but it's very positive. The French is exactly the same things. It's small villages in France, between Bourgogne,
Paris, that I'm Parisian as well, because I grown up in that field, in the area. And it makes me laugh when I look at it, what's happening. The African Union, we were talking about it. I do really support it, but do they have the support, the African Union, the tools that they needed to achieve the support they needed from us, the investors, the taxpayers? I've heard earlier, some of our colleagues from the EU, do they really understand the African? Did they have gone to the villages? Or is somebody running and making decisions, somebody sitting in the offices here who has never got a clue what's happening on the ground? So people are going for better life support, looking at their chances between death and life. They are working and going to the extremists, because don't forget it, all these organizations, extremists, are cash payer people. They pay more than the governments. And the man has got two choices. Either I believe to bring a bread and butter to my family, and I don't care about my life, or I risk it myself to go somewhere else. Look what's happening with the British. Brexit, they closed it, all their door. All those investment with the European Union has been thrown outside the window. I've got Nigel Farage yelling on the other side of it. And then you look at it now, we cannot even go to the borders without spending 2 hours or 1 hour on the border, extra cost of security, a lot of stress. On the other hand, I have my own security firms that I created 25 years ago in UK. I've got 1,200 people working for me. I contribute a heavy tax. But when I look at my manpower and labor, we're short of people in England. We are struggling to recruit quality people. But I'm seeing the Africa, and I'm seeing us Western and Europe. And I'm seeing what was before in England and what's happening in England right now. So thinking about it, it's not only Africa here, it's the whole global. My brother next door and a good friend of mine from Cap Verde, I had the honor and welcome me his own country, mentioned it clearly. It's between death and life. What we needed to do is to understand what really we're facing, the reality. He talked about Palestine. We don't agree what's happening 7th of September. We all disagree. But there's a law. There's rules of law. You commit a crime, we'll hunt you down, we'll bring you to the law. But I do not respond to my colleague next door here. I'm a military trained. He's not military trained. But if he insults me or push me, I cannot hurt him because there's a bunches of the law. So this is where we're going. But one thing is caring about all this is those children that who's lost their parents by Al-Shabaab or any violent criminals are more easy to be recruited by the opposition. And trust me, a guy that who's sitting in Brussels or Washington or Paris will not have the guts to support it, and we don't have enough military to correct those mistakes. Thank you. Monsieur Braque, je vous voyais brûler d'impatience pour répondre à Monsieur Abshir. Since I noticed that not many people are wearing headphones, I'll continue in English, and then maybe the next question I can answer in French. Yeah. But I wanted to stress that the Afrobarometer polling data, which is, I think, the most rigorous polling company in Africa, shows that actually a vast majority of Africans, especially younger Africans, have not given up on democracy per se. They actually want democracy. They're just very dissatisfied with the democratic systems they have. Mm-hmm. And again, the polling data shows this, the declining confidence and declining satisfaction of the youth with their democratic systems. And so these coups that have taken place, I think, are already becoming unpopular.
And now it's very hard to know because it's very hard for journalists or pollsters to have access to those countries. But we know from the history of Africa that most of the military regimes that have held power in Africa have been catastrophic for ordinary people and have certainly not helped African development. So I think that the coups had not spelled the end of the democratic process in Africa. I think people welcomed them initially because they spelled change, especially in countries where they couldn't find any other way of changing power. But I think that if they maintain themselves in power too long, there'll be a backlash against them. But I think that the coming years are going to be very, very tense and unstable for Africa, especially because of this rise of this dissatisfied, urban, increasingly connected youth that are very unhappy with the way that their countries are governed and are actually going to hold their governments to account. So I think we're entering a new period of great instability on the continent. And I don't mean to be unpleasant to go against some of the speeches I heard earlier this morning, but the idea that we're going to have, a partnership of equal to equal between the rest of the world and Africa is going to be very, very hard to maintain when almost all the major African countries are in crisis. What are the major countries in Africa? You've got South Africa facing a major democratic socio-economic crisis. Sudan is in the middle of civil war. Ethiopia finished officially its civil war but remains extremely delicate. This conflict continues. Nigeria, I think any of us who is a basket case facing Sisyphus tendencies, conflict, power cuts, a major crisis. So I think that there's a big elephant in the room here when it comes to development and talks of development, and that is the social contracts in many of these countries are fraying. And so I think the challenge ahead of us will have to focus on the political and social contracts. Otherwise, we're entering a period of great instability when these young, dissatisfied, unemployed young people are going to be demanding change. And I think it was our friend Adebisi who said it earlier this morning. They will take power either through the ballot box or through the gun or through unrest. And I think that's the challenge. And I think the responsibility is with African leaders here, if they want to avoid a major period of turbulence in the years ahead, how to try and channel and satisfy those expectations, which are no longer, in the past, I've lived all over Africa, by the way, and in the past you always said, oh yes, African youth are very deferential towards their elders, But I think that's changing. I think when I travel around the Sahel or in Central Africa, people are angry. They're very angry with their leaders. And I think that this is the real challenge for the years ahead. Merci, M. Braque. M. Tavares, on a entendu M. Braque et M. Abshir parler notamment de la corruption, de l'instabilité. Pour vous qui avez été ministre de la Défense et des Affaires étrangères, quand vous voyez ce qu'on dit par rapport à la corruption, qui est un des éléments, quand on voit la colère de la jeunesse vis-à-vis de ces dirigeants. Comment expliquez-vous cette corruption alors qu'on est au XXIe siècle et on voit encore des choses comme ça se passer? Je pense qu'ils ont raison. Vous savez, la corruption est un mal qui gangrène l'Afrique et le monde. Ce n'est pas un problème africain. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais parlant de notre continent, je crois qu'il faut d'abord bâtir des institutions fortes. Vous savez, l'Afrique, la jeunesse africaine, les pays africains ont besoin d'un nouveau contrat social. Et nous avons besoin aussi de construire des institutions fortes pour que nos pays tiennent. Vous avez... La classe politique aujourd'hui, elle est complètement dépassée en Afrique et je dirais un peu partout dans le monde. Regardez en Europe ce qui se passe, j'ai parlé tantôt de cela. Mais en Afrique, la classe politique est complètement dépassée. N'accompagne pas le développement de la jeunesse qui est aujourd'hui numérique. Et la lutte contre la corruption, contre la pauvreté, contre... je dirais la non-vie. Les gens n'ont plus d'espoir. Et quand vous n'investissez pas dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, dans le travail, il faut que les gens travaillent, il faut qu'ils aient un travail décent et surtout un avenir devant eux.
Il faut que la jeunesse, je parle beaucoup de la jeunesse et des femmes parce que, vous savez, l'avenir de l'Afrique, quelqu'un a dit tantôt que nous sommes un continent très jeune. Il faut que la jeunesse africaine arrive à bâtir un projet de société, un projet personnel, mais aussi collectif pour la communauté ou les communautés et pour leur pays. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on aura des problèmes au niveau de l'instabilité politique et sociale. Je vous ai cité tout à l'heure, je vous disais que je venais du Cap-Vert. Le Cap-Vert est un pays, un havre de paix et de sécurité aujourd'hui en Afrique. Démocratique, les élections sont libres. On commence à voter à 8 h du matin, à 6 h du soir, on connaît le résultat des gagnants et des perdants, et tout le monde se félicite. C'est mes amis européens, et j'ai beaucoup d'amis européens, je vois un Européen comme mon frère aussi, comme je vois un Africain. J'ai énormément, je vous ai dit que j'ai fait mes études ici, et je connais beaucoup de gens qui sont dans la salle, des amis européens, africains. Je crois qu'il faut qu'on soit capable de bâtir un projet de société qui soit juste et équitable, en Afrique et en Europe. En Afrique, nous avons d'énormes défis à relever encore. Les causes des coups d'État sont, à mon sens, multidimensionnelles. Mais il faut commencer par le commencement, régler les choses simples de la vie. Des questions liées à la santé, à l'éducation, au logement, à l'emploi. Il faut un nouveau contrat social en Afrique pour éviter les coups d'État. Quand les démocraties ne fonctionnent pas, quand il y a beaucoup de corruption, quand les gens ne croient plus à leur politique, les militaires, ce n'est pas la solution non plus. Mais les gens, quand ils n'ont plus d'espoir, vont s'accrocher à n'importe qui ou à n'importe quoi qui porte un projet nouveau, qui donne de l'espoir. Vous savez, devant le désespoir, les gens s'accrochent à n'importe qui ou à n'importe quoi. Ça a toujours été comme ça, avant et après Jésus-Christ. On est aujourd'hui vendredi saint. Je crois que c'est un moment de faire une réflexion globale sur notre continent, ce qui se passe sur notre continent. Vous avez des régimes autocratiques maintenus au pouvoir avec des influences internes et externes, des gens qui sont restés au pouvoir 50 ans, 40 ans, qui sont toujours au pouvoir. Il y a des gens qui ont pris le pouvoir avant ma naissance, qui sont toujours au pouvoir. Et j'avais connu un fils d'un chef d'État en Afrique, je ne dis pas le nom parce que j'étais ministre des Affaires étrangères, je ne peux pas le dire, vous comprenez. Et je lui dis, mais ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, mon père est président. Ah bon, il est président? Et je lui dis, mais tu sais, moi, je suis géographe, j'ai fait de la géographie économique, après de la science politique. Et j'ai des amis qui sont médecins, ingénieurs. Pourquoi je disais ça? Parce que je voulais qu'il me dise quelle est la profession de son papa. Il m'a dit, mais monsieur, mon père est président. Il a toujours été président. Et ce jeune avait 27 ans, je crois. Quand il est né, son père était président. Il s'est marié avec son papa président. Il était presque dans un litige de divorce et il avait été conseillé par son papa président. Et du coup, je vous donne ces exemples-là pour vous montrer, voilà un peu l'état d'esprit et ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Mais là encore, il faut qu'on soit capable de bâtir une démocratie. Vous savez, il n'y a pas de démocratie africaine, européenne, asiatique, américaine. C'est la même démocratie qui existe aux États-Unis, qui doit exister en Afrique. Mais nous devons construire notre démocratie avec notre culture, nos habitudes.
on est capable de bâtir des pays démocratiques aussi. Vous avez un certain nombre d'exemples en Afrique de pays démocratiques où l'état de droit fonctionne. Mais il faut que le monde regarde l'Afrique avec un regard juste, équitable, responsable. On doit bâtir un monde nouveau parce qu'il est de l'intérêt de l'Afrique, de l'Europe, qu'il y ait de la démocratie au Sénégal, au Cap-Vert, au Cameroun, au Burkina, mais aussi en Belgique, aux États-Unis et partout dans le monde. Mais respectons les cultures des uns et des autres. Essayons d'imposer, de montrer le chemin. Aujourd'hui, c'est complètement révolu l'époque selon laquelle on disait mais on apporte la civilisation ici et ailleurs. On n'apporte rien du tout. Moi, quand je dis à mes amis américains, européens, ils me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le Cap-Vert? Je dis mais vous savez, vous pouvez apporter la connaissance, l'éducation, surtout l'éducation. Aidez-nous à former nos jeunes pour qu'ils soient des ingénieurs, des médecins et des bâtisseurs de leur pays. Moi, j'aime pas qu'on donne des subventions, qu'on bâtisse des projets qui coûtent des millions et après qui servent absolument à rien. Regardez, ça fait plus de 50 ans qu'on a une coopération Europe-Afrique. Quand vous faites le bilan, quand on regarde, bien sûr, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, beaucoup d'échecs que nous avons concernant notre développement, notre démocratie, le respect de l'état de droit, viennent des pratiques malencontreuses qui ont été mises en place depuis très longtemps. C'est la faute aux Européens? Non. C'est la faute à l'Afrique, aux Africains, parce que ça fait des années que nous avons pris notre indépendance. En tout cas, il y a des pays libres, souverains, mais dont les chefs d'État et les dirigeants politiques ne sont pas à la hauteur de leur pays. Et aujourd'hui, ce qui va arriver, à mon sens, en Afrique, c'est que cette classe politique-là va être balayée par la jeunesse. Il y aura d'autres Sénégal qui vont arriver bientôt. Et si vous comptez aujourd'hui les chefs d'État africains qui sont au pouvoir depuis très longtemps, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Si je demande à un jeune étudiant ici en Belgique, africain, il va me dire on change la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Et après, les gens s'étonnent qu'il y ait des coups d'État. Je vous remercie. Merci. En fait, il y a encore d'autres questions, d'autres points qu'on peut soulever à côté des coups d'État militaires, et vous venez de le dire, les coups d'État institutionnels, qui permet à certains de rester plus longtemps au pouvoir. Mais je ne sais pas si dans la salle, par rapport à ce que les intervenants ont présenté, s'il y a des questions dans la salle. Monsieur Awad. Merci beaucoup pour ces débats qui sont très riches, mais surtout qui abordent une thématique très bien comprise également et discutée au sein des instances de notre organisation de l'Union africaine. Nous avons tous réfléchi, beaucoup réfléchi. Je pense que c'est depuis la création de l'unité africaine jusqu'en passant par l'OIA, la mise en place également aussi du Conseil de paix et sécurité et de toute l'architecture relative à la charte africaine
pour la démocratie et la bonne gouvernance, d'autres protocoles, des engagements au niveau continentaux, sans oublier également aussi les dispositifs constitutionnels en Afrique. Je pense que il faudrait faire un peu les points par rapport à tout ce qui se passe. Mais de ne pas aussi jeter de l'anathème sur quelques éléments pris par-ci, par-là, ou soit en évoquant un certain nombre d'éléments qui amènent des coups d'État militaires qui correspondent à des prises de pouvoir forcées qui sont interdites par les textes que les États eux-mêmes ont ratifiés. Il y a des changements anticonstitutionnels qui sont intervenus compte tenu d'un certain nombre d'éléments que vous venez d'évoquer, la gouvernance, la pauvreté, également aussi l'indigence des populations. C'est quand vous voyez un pays où la gestion des pouvoirs est faite de façon matrimoniale et d'un cercle plus restreint, et compte tenu de tous ces aspects, vous vous retrouvez en face vraiment de la majorité, où soit elle est silencieuse, ou soit elle cherche elle-même à prendre les risques et de chercher à renverser les pouvoirs. Quelque chose qui n'est pas aussi totalement possible, et des fois c'est des changements anticonstitutionnels, des fois c'est des soulèvements populaires qui ne sont pas des coups d'État. Ça c'est important parce que la population se révolte et de façon pacifique arrive à accéder à un pouvoir. Moi je pense qu'au niveau de l'organisation nous avons réfléchi sur tout ça, oui. Mais nous n'avons pas encore trouvé de solutions à ces problèmes. Il y a des situations. C'est-à-dire, une fois que les coups d'État se sont déclarés, consommés, des dispositions, des sanctions sont prises. C'est vrai, des sanctions économiques ou qui influencent aussi négativement sur les populations. Nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que les populations ne puissent pas être victimes de ces coups d'État, de ces sanctions économiques. Et qu'on a vu avec les temps, surtout avec les derniers développements au Niger, au Burkina et autres, tout ça, ils n'ont pas vraiment assez porté des fruits. Je pense que c'est la catastrophe. Nous-mêmes, on l'a dit au niveau de l'organisation. Mais comment amener ces États sanctionnés à revenir à l'ordre constitutionnel? Ça, c'est le plus important. Un coup d'État déjà consommé, il est consommé. Mais maintenant, comment il faut faire pour revenir à l'ordre constitutionnel? Et là, c'est la grande question. Vous allez avoir une tendance où des gens qui ont pris les pouvoirs par les armes, qui se sont, d'une manière ou d'une autre, se sont engagés à les remettre aux civils, et après ils reviennent pour être des candidats et repartir. Je parle vraiment de façon générale. Donc ça, c'est les grands dilemmes au niveau de l'Afrique. C'est ça les grands problèmes. Et venir renverser un pouvoir, même si ce pouvoir a duré, si ce pouvoir, c'est vrai, s'il n'y a pas l'alternance, c'est un problème. Mais si on vient, on renverse un pouvoir qui a toujours gardé quand même des pays qui sont bien gérés, bien administrés, il y en a, hein, et où les populations vaguent à leurs occupations. C'est vrai, il a marqué d'alternance, mais une minorité arrive pour renverser un pouvoir, même s'il a fait 20 ans, 25 ans ou 30 ans, et qui ramène et qui reconduit les mêmes problèmes plus pires que l'autre. Ça, je pense qu'à ce niveau, et ne peuvent décider que les dirigeants et les populations de ces pays. Et il ne faudrait pas aussi que ce soit des transformations que les gens peuvent amener de l'extérieur pour amener à avoir un changement aussi des régimes, un changement par exemple de l'autre. On ne peut pas jamais imposer quelque chose de l'extérieur parce que même si on l'impose, on adopte
quelque part, un coup d'État ou autre, où on transforme, ça risque de ne jamais l'autre. Parce qu'on sait que moi, je sais que c'est celui-là qui me fait et il peut me défaire, mais je n'ai pas une exigence vis-à-vis de ma population. C'est là où il y a le problème. Mais comment arriver maintenant à faire asseoir de la vraie démocratie? On ne peut pas inventer une démocratie, un modèle ou autre. Mais arriver à trouver des bons dirigeants, moi, peu importe la durée que tu mets 10 ans ou 15 ans, c'est, à mon avis, là n'est pas le problème. Si le pouvoir est partagé et une séparation des pouvoirs est faite, et si, par exemple, les pouvoirs, par rapport à tous ces principes constitutionnels limitatifs des mandats sont respectés, il n'y a pas de problème. Mais si les mandats donnent une ouverture à la personne, par exemple, pour rester plusieurs années, donc il faudrait mettre des garde-fous pour qu'au moins la transparence, l'alternance et les partages puissent se faire. Ça, c'est vraiment c'est très important. Moi, je pense que c'est là où je voulais faire comme commentaire. Merci, M. Amat, pour les commentaires. Juste à côté de vous, si vous voulez poser une question. Oui. Oula, il y en a encore ici. Je serai relativement Oui, bref 2 secondes. parce que je vais m'introduire, parce que personne ne me connaît ici, je ne suis pas ministre, etc. Mais- Toute ma vie, j'ai sauvé des vies humaines. Je suis un ancien chercheur au clinique universitaire de Saint-Luc, où j'ai soigné, et d'abord j'ai fait une découverte très importante pour les malades de porphyrie qui ont maladie héréditaire, et qu'en Afrique du Sud, il y a 2 200 000 personnes qui sont les descendants des 4 hollandaises qui sont allées là-bas, qui avaient la maladie, et à cause de la transmettre, des 4 personnes ont atteint 2 200 000. Depuis 40 ans, je n'en ai plus grâce à mes découvertes. Si personne me connaît, c'est parce que je ne me suis pas mis sur Facebook. À l'époque, il n'y en avait pas d'ailleurs, mais enfin bon, soit. Donc, quand on soigne des gens, on s'occupe des gens, que ce soit biologistes comme moi ou bien n'importe quoi. Si on fait son travail, on n'a pas le temps de se montrer en public. Je dis, voilà, regardez-moi comme je suis beau, etc., etc. Bon, ça c'est une chose. Concerne, par exemple, la malaria, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Et l'agent qui provoque la malaria, c'est Anopheles gambiensis. Et c'est un moustique, et le moustique s'appelle Anopheles. Est-ce que personne connaît l'étymologie? C'est du grec. J'ai parlé d'ignorance tout à l'heure. Si on parle, il faut savoir comment on parle et qu'est-ce que signifie une parole. Tout le monde a entendu parler d'Anopheles. L'anophèle. Je le dis en latin. Mais enfin, Anophèle, ça vient du grec évidemment, signifie inutile. C'est-à-dire, c'est un insecte nuisible, et quand on a un nuisible, on le tue avec des pesticides, on l'élimine. Donc, il faut éliminer les anophales, c'est-à-dire tous les politiciens inutiles qui foutent la merde dans le monde entier. Point à la ligne. Merci. Juste une petite seconde, parce qu'on va aller à droite. J'ai le micro. Avec des lunettes. Ah oui, oui. Très bien. Alors, ma question... Soyez un peu plus bref. Oui. Ça, on aura... Ma question risque d'être un peu controversée. Allez-y. Mais la réalité, c'est les pays européens, beaucoup de pays ont eu leur plus grand développement sous des régimes, entre guillemets, autoritaires. On le voit que ceux qui ont pu passer, ce sont plutôt des régimes qui contrôlent la totalité du pays. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a réellement, à cet instant, besoin d'une démocratie, ou elle a plutôt besoin de leaders ou de personnes qui ont des visions? Parce que malheureusement, actuellement, on est dans des systèmes politiques où la course est au pouvoir, mais il y a très peu de vision, il y a très peu d'élan dans lesquels on veut amener le peuple. Et les seuls qui apportent aujourd'hui des visions sont ceux qui sont, malheureusement, ceux qui prennent les armes, ceux qui, aujourd'hui, dirigent les pays d'une manière un peu plus autoritaire. La question est, aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent. Alain Focas, on a fait toute une chronique sur repenser potentiellement la manière de gouverner nos pays, notamment avec tout cet argent qui est investi dans les campagnes électorales. Est-ce qu'il servirait peut-être pas mieux à le mettre au service du peuple? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la démocratie, en tant que telle, est ce que l'Afrique a besoin pour son développement? Ou est-ce que vous pensez qu'on doit se réunir en tant qu'Africains vers une vision
pour le peuple, par le peuple, et aller de l'avant. Merci, elle est bien, elle est bien controversée, votre question. Mais juste devant vous, on va prendre une deuxième question. Ok, en tout cas, je tenais à remercier les panélistes pour leur brillant exposé. Mais j'ai l'impression que la question des coups d'État a été prise sur un aspect, l'aspect économique, l'aspect social, parce que la plupart de ce qui a été dit, c'est que des gens qui ont faim, qui ne mangent pas à leur faim et tout. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le problème des coups d'État peut également venir de certaines influences ? Je m'explique. On a eu le cas, par exemple, en Libye. En Libye, sous Kadhafi, il n'y avait pas de problème de faim. Il y avait même des bateaux au centre-ville qui alimentaient les plus affamés de la ville. Mais malgré ça, il y a eu ce qui s'est passé en Libye. Je regardais également dernièrement un documentaire sur la Tunisie où le peuple s'est soulevé contre Ben Ali. Et après, certains reportages ont fait ressortir que la population était plus à l'aise avec Ben Ali qu'après Ben Ali. Donc, du coup, ils ont été un peu influencés par le mouvement du printemps arabe qui avait commencé à toucher les autres pays. Donc, je pense que la question des coups d'État doit certes être vue sur l'aspect social, économique, mais il y a aussi un fort volet d'influence qui peut quand même, il doit être pris en compte. Surtout que, je termine avec ceci, le printemps arabe, certaines informations ont fait ressortir que ça avait été planifié par certains services secrets. Donc les influences ont aussi leur influence dans les coups d'État. Oui, on va prendre une dernière petite question qui est derrière vous. Oui, allez-y. Oui, allez-y. J'ai entendu l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, dire il y a quelques années que les leaders africains ne se parlent pas franchement entre eux qu'ils ont peur de se parler, de se dire la vérité, quand certains dirigeants sont corrompus ou ne travaillent pas pour leur population. Mais je vois qu'on peut s'asseoir avec des partenaires européens et se dire la vérité sur ce qui ne va pas dans les relations et ce qu'il faut faire pour améliorer nos situations. Alors je voulais demander à monsieur le ministre au Cap-Vert. Monsieur Tavares. Oui, monsieur Tavares. Quand vous rencontrez les autres dirigeants africains, est-ce que vous vous dites ces choses-là? Est-ce que vous dites que ça ne va pas? Ou vous faites... On pourra revenir vers vous, mais comme on a déjà 3 questions, je vais proposer aux panélistes d'y répondre. On va d'abord commencer par la dernière, comme ça c'est plus frais. Monsieur Tavares, le micro s'il vous plaît. Il est là. Merci. Oui, bonne question. Bien sûr, on parle entre nous de ça, de ces problèmes-là. Je vous ai dit, j'étais ministre de la Défense aussi et des Affaires étrangères, donc je côtoyais des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères. On parle de ces problématiques-là entre nous. La malgouvernance, les coups d'État, les dictatures, le fonctionnement de l'État de droit. Bien sûr, parfois on se fâche entre nous, on discute, c'est très compliqué. Parfois, mais les réunions sont très, très, très ouvertes, hein, on parle de tout. Et pour répondre à votre question, et je crois qu'on doit parler de tout d'une manière franche et les yeux dans les yeux. Parce que... Mais même un public aussi, hein, dans les réunions de l'Union africaine, monsieur est ambassadeur de l'Union africaine, moi j'ai participé à de nombreuses réunions de l'Union africaine à Addis et un peu partout en Afrique, on dit tout, mais vraiment tout. Et vous savez, mais moi en tout cas, et pas seulement moi, mais je vous dis, vous savez, l'adage selon laquelle il faut appeler un chat est vrai. Il faut appeler un chat. Quand ça va mal, il faut dire que ça va mal. Quand on est devant des dictateurs, il faut les appeler dictateurs. Il n'y a pas d'autre mot. Quand ils sont démocratiques aussi, il faut les saluer. Mais c'est vrai que
on doit continuer de parler de ces genres de choses. Comme nous débattons ici, on doit le faire aussi en Afrique et un peu partout. Vous savez, monsieur parlait tout à l'heure du fonctionnement de l'Union africaine, mais il y a beaucoup de choses à changer dans le fonctionnement de l'Union africaine. Les mécanismes ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que beaucoup de chefs d'État ne veulent pas que ça change. Qu'est-ce qui va y arriver dans ces pays-là? La jeunesse va balayer ce que le monsieur a dit tout à l'heure. La jeunesse va balayer des anophèles inutiles, pour employer le mot que le monsieur a employé. C'est ce qui va arriver, tôt ou tard. Vous savez, votre voisin, là, qui est juste à côté de vous, derrière vous, a parlé tout à l'heure de la démocratie en Afrique. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de démocratie africaine, belge, française. Non, universelle, elle est universelle. Je crois que à nous de construire une démocratie en Afrique, comme les Belges le font ici chez eux, et les Européens, les Américains. Bon, la démocratie, c'est pas un produit européen. Vous savez, la démocratie, vous connaissez l'histoire, ça existe depuis l'agora grecque, très très longtemps. Donc c'est pas une invention européenne, pas du tout, ni asiatique, ni américaine, du moins pas africaine non plus. Donc, mais c'est un régime, comme j'ai cité Winston Churchill tout à l'heure, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux, parce qu'il faut qu'il y ait de l'alternance dans le fonctionnement des pays. Je voudrais juste revenir, et j'en finis là, sur une question, parce que pour dire au monsieur dont je ne connais pas le nom, mais le biologiste, vous avez ce que vous avez dit, c'est juste. Hein, c'est-à-dire, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la démocratie. Quand ça ne va pas, il faut que les gens votent. Tous les 4 ans, tous les 5 ans, il faut que les gens choisissent. Vous savez, la politique est un noble métier. C'est l'art de servir l'autre, de bâtir un projet de société. N'ayons pas peur de la démocratie. Si on n'a pas peur des autocrates et des dictatures, la démocratie, on n'a pas le droit d'avoir peur. Il y a une question qui est un peu provocante de l'autre côté, disant que même s'il faut l'alternance, est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui pour cette alternance-là? Est-ce qu'elle est prête? Parce qu'on demande s'il y a des présidents autoritaires, des dirigeants autoritaires, absolument, pour avancer les choses. L'Afrique a toujours été prête. Vous savez, le changement de pouvoir, ça a toujours existé en Afrique. Avant la colonisation, dans les sociétés précoloniales, les gens choisissaient les représentants qui dirigeaient la communauté, le village. Ça a toujours été... C'est un discours qui n'est pas... Vous savez, il faut faire très attention. Il faut que les gens aient la liberté de choisir ses dirigeants ou représentants. Mais... Non, mais oui, mais... Oui, absolument. Mais toi, bah oui, mais c'est comme ça. Il y a pas... mais je te retourne la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il y a des élections. Pendant 5 ans, on gouverne. Si on gouverne bien, on peut être réélu. Si on ne gouverne pas bien, bah on sera battu. Et ainsi va la vie. C'est comme toi, quand tu es chez toi à la maison, quand tu discutes avec ta femme et tes enfants, si tu n'arrives pas à les convaincre, bah, tu es battu. Bah, il n'est pas expulsé. Il n'est pas expulsé. Et c'est à toi de les convaincre, de bâtir un projet de société pour ta famille. Ouais. Tu arrives à faire ça et à convaincre ta femme et tes enfants, vous allez de l'avant. Sinon, on ne change pas. Hein. On change pas. Mais il y a une autre question qui était là, M. Abshir. There's another question that I quite agree. This gentleman, is it any interference from outside the country? Des influences extérieures. I'm afraid there is. True. Divided to conquer. But where I see the better future for us is the diaspora. Diaspora, I am one of the diaspora. In 2019, just to give you an example, within
the whole stakeholders, including the African Union, I've looked at my heritage Somalia. What did I find out? There was no election. It's like the souk in Marrakesh, in the market. The tribal leader called his nephews for them to become MPs. Then he put the auction. How much going to give me? 10,000, 20,000, up to 500,000 to 1.5 million to become member of the parliament. When you become member of the parliament, the president has been elected by it's indirect vote for us. So the president has been elected by member of the parliament, upper house and a lower house. Then the president buys it and bargains it, the MP, and the MP says, I'm sorry, Mr. President, do you want to become president? Yeah, no problem. I just bought my seat as the MP, 500,000. Can you please give me 1.5 million? So the president gets it, 1.5 million. Then the president himself, some of them, of course, they're going to get scammed because there's only going to be one president, so-called leaders of that country. And the ministers, the prime minister, you know that yourself what's happening to my country in Somalia. Okay. The prime minister then gets the money and pays to the president. And then the prime minister gets from his ministries returns of the investment. And the ministries gets the key of the office of the minister of the citizens. And then he brings his nephew, cousins, and everything else. So I've been told all those years, all the stakeholders' money, that there's election. But there's no election. So there's where I stood up in 2019. There's where I opened in my political party. We're the only recognized democratic political party, IDC, International Democratic Centrist, in Europe and the Western, out of the 54 countries. Member that I have, diaspora, doctors, nurses, police officers, name it, cab driver, we are 1.5 million people since 2019. So the change is coming. But I get it, with a different people comes to me, okay, should we go and talk on the side? No, thank you. Because we've been given an ethic, those of us who's grown up in the Western culture. We're not for sale. And I think I can see there's a hope for us in Africa. Merci. Thank you so very much. Thank you, Abshir. I think we will end there. If you, Félicité par mes collègues ici. Parfait. Allez-y. 30 secondes. Parce que le monsieur a posé une question fondamentale qui revient tout le temps. Est-ce que la démocratie est faite pour l'Afrique, etc. Et pour finir, n'aurait-on pas davantage besoin d'un homme fort avec une vision? Je pense que c'est une question que j'entends très souvent de la part des jeunes. Mais je pense que les Africains un peu plus âgés se rappellent qu'il y a eu pléthore d'hommes forts avec des visions en Afrique depuis l'indépendance, et la plupart ont été des catastrophes pour leur pays. Bon, j'en donne quelques-uns qui sont plus connus. Il y a Sani Abacha au Nigeria, Mobutu au Congo, Idi Amin au Ouganda, Béchir au Soudan. C'était des catastrophes pour leur pays. Or, les pays aujourd'hui qui se portent très bien en Afrique, qui ont de bons résultats de développement socio-économique, ce sont les démocraties. Le Cap-Vert, ici présent, mais aussi le Ghana, le Botswana, l'île Maurice. Il y a des pays démocratiques, les Seychelles, qui se portent bien et qui ont de bien meilleurs résultats que les régimes autoritaires. Donc c'est un danger, qui utilise souvent l'armée pour ça. Et quelqu'un a dit, une fois que l'armée est au pouvoir, beaucoup de gens peuvent saluer l'intervention de l'armée pour dégager un régime. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils y restent. Toutes les juntes là, qui ont pris le pouvoir au Sahel ont promis des élections, une transition vers un gouvernement civil, et les délais n'arrêtent pas d'être repoussés année après année. Et à mon avis, à moins qu'il y ait un soulèvement interne, ils vont rester là longtemps. Et ça, c'est une grande différence, un grand changement avec le passé. Et c'est un autre point fondamental que je voulais évoquer, c'était le rôle de l'international. Vous l'avez posé, quelqu'un l'a posé, et je pense qu'il y a une grande différence. Parce qu'il y a 20 ans, je pense que le coup d'État au Niger aurait été tué dans l'œuf par la France. En 2 heures, ils auraient été finis. Tiani aurait été tué, les militaires auraient été arrêtés, c'était fini. Au Sénégal, ce qui a vraiment changé la donne, c'était un mouvement populaire. Je pense que les puissances internationales interviennent beaucoup moins aujourd'hui qu'auparavant, et le destin de l'Afrique est dans les mains des Africains. Et je pense que ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'États, beaucoup de régimes autoritaires. Ils pensent que voilà, ils ont réussi à truquer les élections, ils savent comment ça marche, ils vont pouvoir continuer comme ça. Mais je pense que, et c'est là, l'aspiration populaire n'est pas seulement socio-économique. Je pense qu'il y a une véritable aspiration vers la liberté, la justice, la participation, et je pense que c'est ça l'avenir, c'est qu'en fait les peuples eux-mêmes vont
vont prendre le pouvoir et ça ne suffira pas d'organiser des élections truquées. Et ouais, je vous dire dernièrement, anecdote, moi j'allais en Guinée avec NDI, rencontrer Alpha Condé pour l'encourager à ne pas changer la constitution et pas se représenter. Évidemment, le peuple a envie de moi et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, il était déposé. Et la science politique montre qu'il y a un lien direct entre le non-respect des limitations de mandat et les coups d'État. Donc je pense que l'avenir, la démocratie n'a pas échoué en Afrique, elle n'a souvent pas été essayée. Et il faut, à mon avis, essayer d'approfondir la démocratie et renforcer les mouvements démocratiques. Merci, Monsieur Braque. C'est sur cette... Mais on a encore pas mal de points à traiter, mais comme le troisième panel s'impatiente, ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup.